Bonjour à tous, merci à vous d'être venus. Je sais que ce n'est pas l'endroit le plus agréable le soir quand il fait nuit, mais merci, il y en a qui sont venus de loin, donc je vous remercie vraiment. Alors cette soirée, c'est la troisième étape qui s'inscrit dans le projet Valise Mémoire. Le premier événement, ça a été l'exposition sur Gurs, qui était le lieu de l'histoire collective des habitants juifs de Bade. Ça a été associé au témoignage de Catherine Himmler, la petite nièce de Heinrich Himmler, l'un des plus hauts dignitaires du système nazi. Le deuxième événement, c'était le mois dernier. C'était un documentaire présenté par la cinéaste et qui nous a permis de découvrir le témoignage puissant de Herbert Traub, un survivant de 101 ans qui vit toujours aujourd'hui à Menton et qui continue à témoigner inlassablement de son parcours depuis l'Autriche, en passant par la Belgique, interné en France dans plusieurs camps, qui s'est échappé par un train de ce camp. Et du train avant d'aller à Auschwitz et lui a permis d'éviter Auschwitz. C'est ça. Voilà. Et ce témoignage permettra d'ailleurs, je vous dirai tout à l'heure, la réalisation de 2 valises mémoire qui seront faites par les 2 établissements scolaires dans lesquels le film sur Herbert Traub a été projeté. Et la rencontre avec la cinéaste Clara Laurent a été possible. Le prochain événement, je vous l'annonce tout de suite, comme ça il est posé pour que vous le sachiez, le prochain événement sera en janvier, et en janvier ce sera exceptionnellement un dimanche après-midi. Ce sera un temps de rencontre avec des enseignants qui sont engagés dans la transmission de la mémoire de la Shoah et dans l'éveil des consciences des jeunes, aujourd'hui de la jeune génération. Donc il y aura plusieurs enseignants, dont une allemande, quelqu'un de Coutances qui viendra et qui fait des projets depuis plus de 20 ans, et plusieurs enseignants français aussi, strasbourgeois, qui viendront parler de leur façon à eux de transmettre la mémoire. Parallèlement à ces soirées, les actions pédagogiques se sont poursuivies, donc moi je suis allée dans les écoles pour continuer à sensibiliser les élèves au danger des haines et du rejet de l'autre, pour les sensibiliser à la capacité de l'homme au mal, mais aussi au bien, pour leur faire connaître les destins de justes, de résistants, qui sont des figures d'identification positive nécessaires dans le monde d'aujourd'hui. Et j'ai continué donc au travers du projet Valise de leur transmettre la mémoire collective, mais aussi la mémoire individuelle, pour essayer de faire naître chez eux de l'empathie, pour les victimes et pour les survivants, mais aussi, surtout, pour leur faire porter plus loin le message de vie de ces survivants au travers de valises. Alors, les élèves de la section russophone du lycée Pontonnier, il y a plusieurs enseignants de Pontonnier qui sont là, et des élèves, ont créé des valises mémoire de Simone Veil, d'autres ont créé des valises mémoire des déportés russophones du Struthof, un travail qui a été récompensé fin novembre par le prix de l'éducation citoyenne. Des élèves du lycée Marc Bloch ont conçu des valises mémoire de la 2e DB, qui ont été présentées au public il y a 15 jours lors de l'inauguration d'une borne de la voie de la 2e DB au Fort Rat par Eichstätt. Un projet qui a permis à ces élèves, pour la plupart issus ou descendants de l'immigration, de se connecter à l'histoire de la France, et puis, puisque certains, au moment où ils ont présenté leur valise, ont énoncé « Nous avons participé à la libération de la France ». Et je pense que ça, c'était une victoire, en fait, d'avoir ces mots énoncés par ces élèves, qui, a priori, étaient assez insensibles à l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Au lycée Adrien Zeller de Bouxwiller, des lycéens sont en train de créer des valises mémoire d'élèves et enseignants qui ont été victimes du système nazi. Au lycée des Pontonniers et au collège de l'Esplanade, des élèves sont en train de réaliser une valise à la mémoire d'Herbert Traub. Et ces 2 valises, je les ramènerai à Herbert Traub à Menton dès qu'elles sont réalisées, pour lui montrer comment des élèves continuent à transmettre sa mémoire, en espérant qu'il soit toujours en vie, parce que 101 ans, je ne sais pas combien de temps il est encore là. Comme l'a dit Franck Gehry, décédé il y a quelques jours, il y a tant de haine autour de nous, l'art permet un dialogue entre les hommes. Et c'est ce que j'essaye de faire avec mes projets. Et je voulais remercier déjà tous les enseignants qui acceptent de participer, parce que c'est une grosse énergie et c'est pas simple aujourd'hui pour les enseignants d'intervenir.
et d'accepter de monter ses projets. Et je remercie aussi Friedrich Peter qui me soutient, Gunther Hille, le pasteur aussi, et Rose van den Keer qui est la pasteur aussi de cette chapelle. Et je ne veux pas oublier Dominique Conrad qui prend les photos et qui les filme et qui est éternellement à mes côtés pour me soutenir. Créer ces valises, c'est porter la mémoire, c'est faire vivre la mémoire collective et individuelle. C'est surtout apprendre que la mémoire n'est pas un musée figé. Elle se porte, elle se transmet et elle s'incarne. Alors ce soir, on a un temps particulier qui nous permet de rencontrer Dafrosa et Alain Gauthier, un couple franco-rwandais qui a créé le collectif des partis civils pour le Rwanda, ou CPCR, pardon. C'est à Nice en 2017 que l'on s'est rencontrés pour la première fois, lors d'une incroyable semaine de la mémoire, dans un autre projet scolaire qui a duré 5 ans, quasiment ce projet scolaire, qui s'appelait « Semer quelques graines pour qu'ils deviennent des citoyens actifs ». C'était un projet qui se passait au lycée Thierry Monnier, donc Thierry Monnier, le lycée a changé de nom, il s'appelle maintenant le lycée Manoukian. Dafrosa et Alain Gauthier sont appelés les Klarsfeld du Rwanda. Grâce à leurs enquêtes, ils ont pu porter plainte auprès de la justice française contre 32 personnes réfugiées en France, peut-être plus aujourd'hui. Moi je dis 32, mais je crois qu'il y en a 40, mais bon, ils vous le diront tout à l'heure, qui sont soupçonnés d'avoir participé au génocide des Tutsis en 1994. Accessoirement, ils sont aussi les beaux-parents de Gaël Faye, que beaucoup d'entre vous, je pense, connaissent, qui a écrit le livre très connu Petit Pays, et le livre plus récent, Jacaranda, sachant que Petit Pays est étudié dans plein d'établissements scolaires. Ils viennent aujourd'hui pour partager leur combat, le combat pour la justice. Alors, pourquoi est-ce que cette justice est nécessaire? Pourquoi est-ce qu'il faut juger les criminels de génocide, même des années après le génocide? Qu'est-ce qui peut amener des individus, des États ou la communauté internationale à chercher justice? Comment cette quête de justice peut prévenir le génocide? Cette quête implique de nombreux acteurs et chacun a d'autres motivations. Alors je vais en exprimer quelques-unes et puis eux vous exprimeront la leur après. Alors d'abord pour moi il semble essentiel pour un pays et pour tout être humain qui a un besoin universel de droit. Lorsqu'un génocide est commis dans un pays, ce sont ses citoyens, son histoire et son tissu social qui sont profondément blessés. Juger les responsables sur le territoire où les crimes ont été commis, c'est pas seulement un acte juridique, c'est un acte de souveraineté, de réparation et de vérité. Un État doit montrer qu'il est capable de se relever, d'assumer sa responsabilité en faisant respecter la loi. C'est ainsi qu'il restaure la confiance de sa population dans ses institutions. Les procès permettent aussi de ne pas rester dans cette impression d'impuissance que l'on peut avoir face à l'histoire. Juger les criminels, c'est affirmer la vérité. Les procès permettent de documenter pour savoir ce qui s'est réellement passé. Ils établissent une vérité historique, ils nomment les responsabilités, ils permettent d'analyser les causes du génocide et de comprendre comment un crime collectif peut avoir été commis par des individus. Ils permettent aussi de lutter contre la manipulation de l'histoire et le négationnisme, qui est en lui-même une des dimensions du génocide. Juger, ça permet de couper court aux mensonges. Le procès empêche l'effacement du crime. On peut dire aussi que sans justice, s'il n'y a pas de mémoire solide, il n'y a pas non plus d'avenir serein. Parce que cette démarche, elle contribue aussi, et particulièrement au Rwanda, à la réconciliation nationale, pour une société qui se sait vulnérable face aux idéologies de haine et qui veut protéger le retour de cette haine. Lorsqu'un pays montre que personne n'est au-dessus des lois, même dans les moments les plus sombres, il crée les bases d'une société plus juste, plus unie. La justice internationale, elle est là pour suppléer les États qui ne font pas la loi chez eux. Mais la première responsabilité incombe toujours au pays lui-même, parce que c'est là que la blessure est née, et c'est là que la guérison doit commencer. La justice, elle est nécessaire pour penser les blessures des victimes. Alors j'ai symbolisé dans 2 tableaux que vous avez là,
les victimes anonymes, puisqu'elles symbolisent, en fait, la justice permet de penser les douleurs des survivants, ceux qui ont vécu les horreurs, ceux qui ont vu, ceux qui ont souffert. Ça leur permet d'être entendus, ça leur donne une voix, ça leur permet que leur souffrance soit reconnue publiquement. Et c'est essentiel pour qu'une société se reconstruise, mais c'est aussi essentiel pour ceux qui ne sont plus là. Et c'est ceux qui ne sont plus là que j'ai symbolisé d'un côté avec les Tutsis, avec la carte du Rwanda, et marqué Ibuka en Kinyarwanda, la langue du Rwanda, ça veut dire souviens-toi, pour tous les anonymes, on va dire. Et de l'autre côté, c'est un tableau qui représente la mémoire des anonymes dans la Shoah, avec un fil de fer barbelé qui renvoie au camp de concentration et les numéros qui est ma symbolisation de l'anonymat et de l'inhumain. Simon Wiesenthal avait coutume de dire « c'est la justice qui me guide et pas la vengeance ». À la question de savoir pourquoi il est devenu un chasseur de nazis, il y avait une réponse qui avait été publiée dans le New York Times en 1964. Alors c'est une anecdote, mais j'ai trouvé qu'elle était assez significative. Il passe un Shabbat chez un ami survivant de Mauthausen, devenu un bijoutier à succès. Simon, si tu avais recommencé à construire des maisons, tu serais millionnaire aujourd'hui. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Ce à quoi Wiesenthal a répondu, vous êtes religieux, vous croyez en Dieu, et en l'au-delà, je crois aussi. Quand nous arriverons dans le monde à venir, nous rencontrerons les millions de juifs tués dans les camps et ils nous demanderont ce que nous avons fait. Il y aura de nombreuses réponses. Vous pourrez répondre que vous êtes devenu bijoutier. Quelqu'un d'autre dira vous avez construit des maisons. Moi, je dirais que je ne les ai pas oubliés. C'est pour ça que la justice, c'est important, pour qu'on n'oublie pas ceux qui ont disparu. Juger les criminels est aussi indispensable pour que les responsables ne puissent jamais avoir un sentiment d'impunité. Et ça a été le combat des Klarsfeld. Donc il y a le portrait ici de Wiesenthal là-bas. Klarsfeld, ici. Les Klarsfeld, ils ont milité contre l'impunité des anciens nazis qui vivaient tranquilles en Allemagne. Pendant un temps, ils les ont désignés. La société politique allemande les a protégés pendant tout un temps. C'est ainsi que Beate Klarsfeld a dénoncé publiquement l'élection au poste de chancelier de Kurt Kissinger, haut fonctionnaire nazi, pour finir par le gifler le 7 novembre 1968 en déclarant « Nous refusons aux Allemands qui ont joué un rôle dirigeant dans le Troisième Reich le droit de participer à la vie politique allemande. Kissinger est le plus représentatif et le plus dangereux de ces nazis qui pervertissent à nouveau le peuple allemand. Pour la paix, la liberté, pour le socialisme en Europe et pour l'honneur de l'Allemagne, il faut chasser le nazi Kissinger et ses complices. » Puis ce fut la traque des criminels condamnés par contumace en France, tranquillement à l'abri en Allemagne, comme Kurt Lischka, l'homme de la rave du Veldiv. Leur combat s'est poursuivi ensuite au Chili, en Syrie, à la recherche d'Aloïs Brunner. Ils sont à l'origine du procès de Klaus Barbie, réfugié en Bolivie, extradé en France, où il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, pour crime contre l'humanité dans un procès à Lyon. Ils sont aussi à l'initiative des poursuites contre René Bousquet, Jean Leguet, du procès Touvier et de celui de Papon. Les procès sont également indispensables pour éviter qu'une société privée de justice ne se tourne vers la vengeance. Et une société qui ne juge pas ses criminels finit toujours par se venger. Et on en a un exemple avec le portrait de Telirian, donc Sogomon Telirian, Arshavir Chiragian, qui tous les deux faisaient partie du groupement de la société, enfin Yann, qui tous les deux faisaient partie du groupement de la société, enfin un groupement Némésis qui était là pour appliquer des jugements qui avaient été faits par contumace. Donc en 1919, après l'armistice, sous l'égide des nouveaux dirigeants ottomans, des cours martiales avaient condamné à mort par contumace les responsables jeunes turcs qui étaient responsables du génocide des Arméniens. Les criminels avaient réussi à fuir en Allemagne avec l'aide de leur ancien allié allemand. C'est ainsi que l'un des principaux architectes du génocide arménien, Talat Pacha, s'est retrouvé à Berlin. Plusieurs commandos, appelés donc ce groupe Némésis, ont été chargés de traquer les anciens criminels à travers l'Europe et d'exécuter ces sentences prononcées lors du procès en assassinant les principaux responsables des massacres.
et des déportations des Arméniens. Talat Pacha a été la première cible de cette opération secrète qui a vu 8 génocidaires qui ont été abattus entre 1921 et 1922. Et le 25 mars 1921, Sogomon Tehlirian, jeune Arménien, l'a assassiné. C'était à la fois pour venger le massacre de son peuple et pour appliquer la décision de justice par contumace. Toute sa famille à Sogomon fut tuée, sa mère, ses sœurs, et elles avaient toutes disparu pendant le génocide. Ainsi, il a appliqué la sentence que le tribunal avait énoncée. Mais Tehlirian ne voulait pas juste être un justicier. Il a attendu patiemment que la police l'attrape, il s'est laissé attraper, il s'est laissé arrêter, il voulait qu'on parle du génocide. Et donc par procès interposé, il a parlé du génocide et il l'a replacé au centre de l'actualité internationale alors qu'il était déjà en passe d'être oublié. Son procès est devenu une tribune pour exposer au monde l'horreur du génocide. Il s'est transformé en procès politique et en 2 ou 3 jours le procès a eu lieu. Ça a été le procès de la victime du meurtre, Talat Pacha, responsable de la mort de plus d'1 million de personnes. Ça a été un procès reconnaissance du génocide et la condamnation morale des responsables. Donc Arshavir Chiragian, lui, il a assassiné plusieurs autres membres responsables du génocide. Ça renvoie à ce qui s'est passé en 1925 à Paris. Et Hannah Arendt fait cette comparaison avec l'acte de Samuel Schwarzbart qui a tué Simon Petliura à Paris pour venger son rôle dans les pogroms anti-juifs en Ukraine et qui lui aussi a été acquitté. Tout ça pour dire que quand il n'y a pas de justice, il y a la vengeance qui prend le relais. Alors aujourd'hui encore, les procès continuent, comme celui du comptable d'Auschwitz en 2015 à l'âge de 94 ans. Alors on peut se poser quel est le sens de ces procédures. Mais je pense que ces procès sont indispensables parce qu'il y a encore des descendants ou des survivants qui peuvent parler. C'est la dernière occasion pour eux de prendre la parole. Et aussi parce que c'est le dernier coup d'éclairage pédagogique qui peut être fait, indispensable avant qu'il n'y ait plus d'acteurs et plus de témoins pour en parler. En conclusion, parce qu'une société ne peut survivre avec des blessures ouvertes, juger, c'est rendre justice aux victimes, c'est penser les blessures, c'est faire l'histoire, enseigner, transmettre, c'est prévenir la récidive, c'est refuser l'impunité et le négationnisme, mais c'est surtout affirmer que la dignité humaine n'est jamais négociable. Parce que juger au fond, c'est permettre de reconstruire, c'est vivre et faire vivre ce qu'on a voulu oublier. Et c'est pour cela que malgré les années qui passent, certains comme Dafrosa et Alain continuent ces enquêtes difficiles, parfois tardives, parfois douloureuses, mais peut-être aussi thérapeutiques. Voilà, je vous laisse la parole.